difficile de définir précisément ce qu'est aujourd'hui un geek. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un geek? Oui. Un quoi? Un geek. Non, pas du tout. Un geek? Geek, un excité de l'internet là, c'est ça? Quelqu'un de chiant qui est toujours sur ses jeux vidéo. C'est un bolos avec des lunettes là comme ça, et le jeu. Un geek, c'est quelqu'un qui adore les jeux vidéo, l'informatique, qui est généralement le stéréotype, c'est le mec qui joue tout le temps, toutes ses journées à World of Warcraft, à Ion ou tous les MMORPG ou MOBA. C'est un féru d'internet. Il y a les nerds, il y a les otaku, il y a tout quoi. J'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek quoi. Qui est accro aux jeux vidéo et tout. Ouais, il est accro à l'ordinateur et tout, à son smartphone et tout. Je dirais que c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en technologie, qui aime beaucoup passer du temps dessus. C'est quelqu'un qui passe sa journée sur l'ordinateur. Et qui ne sort jamais. Pour moi c'est quelqu'un qui est amoureux de la technologie, non? Des jeux vidéo. Geek, un terme à la mode, parfois chic, un terme entouré de clichés et souvent employé de manière péjorative. En 2010, le terme geek rentre dans le petit Larousse. Personne passionnée par les technologies de l'information et de la communication, en partie par Internet. Si l'informatique et ses usages comme le jeu vidéo ont constitué un socle pour la culture geek, cette définition en exclut tout un pan, celui de l'imaginaire. Les fans de comics, d'univers SF, les rôlistes ou encore les passionnés d'une certaine culture japonaise. Petit retour en arrière vers les origines du mot geek. On retrouve des origines en tout cas du mot dans les origines de la langue allemande et du hollandais moyenâgeux, avec des mots comme gek, G-E-K en hollandais, qui voulait dire en gros le fou du village. Ça c'est un vocabulaire qui est très courant, qui va se rentrer maintenant dans la littérature. Shakespeare utilise des termes assez proches, choses comme ça, des poètes anglais, anglo-saxons, donc toujours Europe du Nord. Deuxième étape du mot geek, c'est 18e, 17e siècle, où autour des cabinets de curiosité va se créer une mode pour la monstruosité. Le geek, le Geken, toujours en allemand et en austro-hongrois, ça devient le monstre de foire, un monstre de foire parmi d'autres, donc qu'on transporte dans les caravanes et qu'on monte de ville en ville. Et c'était le monstre qui mangeait tout sans distinction. Et justement, cette mode-là va traverser l'Atlantique et arriver aux États-Unis. C'est là que ça va prendre encore plus d'ampleur parce que les États-Unis, c'est le pays des foires, justement. On a tous l'image de Barnum, du cirque Barnum, qui était une des plus connues, mais on retrouve aussi un petit peu de ça dans le film Elephant Man. Il y a l'aspect de manger tout, donc c'est quelqu'un qui va dévorer ce qu'il aime et aller au plus loin de ce qu'il aime. Donc ça c'est une métaphore finalement de la nourriture, mais qui devient une métaphore culturelle qu'on retrouve. Et donc puis c'est aussi une insulte argotique, donc après les insultes se transforment au fil des temps. Donc c'est une manière péjorative de parler de certaines personnes, souvent assez jeunes, et c'est comme ça que ça va rentrer dans le vocabulaire des étudiants, surtout dans les universités américaines. Les étudiants vont commencer à se traiter de geeks entre eux, et rapidement aussi pour parler des étudiants bons élèves, souvent matheux, bons en sciences. C'est comme ça que ça va se transformer pour arriver à un peu une forme plus moderne, dans les années 50-60 aux États-Unis. Dans les années 70, on attribue à ces geeks des loisirs pratiqués par une jeunesse en marge. Jeux de rôle, SF, comics ou informatique, la culture geek naît. Une contre-culture qui s'échappe dans l'imaginaire et le virtuel, à l'opposé des combats politiques et sociaux hérités de 68. C'est une culture qui se pose totalement en opposition à nous, la contre-culture qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'il était une culture politique, une culture fermée, où l'imaginaire était absent, où la poésie était... Il y avait de la poésie, mais c'était obligatoirement sur les murs pour mettre des slogans par rapport au social et au politique. Et justement, toute cette culture du jeu vidéo, de la science-fiction, de tout ça, c'est une génération et plusieurs générations, puisque c'est encore les nouvelles générations, qui disent « mais on en a marre de vos trucs, quoi. » Des films de la nouvelle vague où on comprend rien, mais il paraît qu'il y a des messages, on sait même pas, où on se fait chier devant. Les babes, moi quand j'allais acheter mes bouquins, que j'étais petit, j'achetais Herman, je sais pas si tu connais, Jérémia ou Bernard Prince, ils m'insultaient, ils me disaient c'est pas politiquement parlant bien, c'est pas un truc de gauche. Moi le truc ça me fait rêver, c'est une histoire qui me fait rêver. Stop avec vos conneries, quoi. Il y a un moment, faut arrêter, mais on était petits, on n'avait rien le droit de dire. Hein, tu vois. Tous ces loisirs-là ont eu à affronter
la culture légitime, la haute culture, qui leur a dit que c'était pas très intéressant ce qu'ils faisaient, que c'était de l'évasion, que c'était fuir la réalité. Et donc déjà ça rapproche, forcément un ennemi commun en quelque sorte, ça rapproche. Et en France particulièrement, où on a une culture qui est très prenante, très pesante, qui est très historique, c'était pour les gens qui aimaient la science-fiction, les gens qui aimaient le jeu vidéo, les gens qui aimaient le jeu de rôle, il y avait un destin commun, c'était de lutter contre ça. La création des comics ou de la série Star Trek précède largement la naissance de la culture geek. Mais les années 70 voient naître des innovations purement geek. En 1972, Atari sort Pong, le premier jeu vidéo commercialisé en bande d'arcade. Une véritable révolution pour l'époque et un succès planétaire. En 1974, les rôlistes découvrent, dans le jeu de plateau Donjons et Dragons, leur jeu de rôle référence. En France, c'est dans la BD et la science-fiction que la culture geek va s'exprimer. En 1975, Jean-Pierre Dionnet, un ancien du magazine vieillissant Pilote, crée avec ses amis Farkas, Philippe Drouillet et Jean Giraud le magazine Métal Hurlant. Un ovni pour adultes dédié à la BD, à la SF, à la musique et au final, dédié à toute une génération de l'imaginaire. Métal Hurlant est un vivier de talents dont l'influence résonne encore aujourd'hui. En 1977, alors que le film Star Wars connaît son succès planétaire, Métal Hurlant est lancé aux US sous le nom Heavy Metal. Un carton au pays de l'oncle Sam. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à trouver dans Star Wars des références à l'univers Métal Hurlant. La culture geek a pris son envol, mais elle reste en France encore difficile d'accès. Aujourd'hui avec le net, on ne peut pas se rendre compte de l'isolement culturel de la France. Tout ce qui était musique, cinéma, etc. Ceux qui étaient à Paris avaient un petit peu d'informations, avaient un petit peu de librairie spécialisée. Mais les gens comme moi qui étaient en province, en plus moi à Nice, je ne sais pas si vous imaginez, à 1000 km de Paris, il n'y avait rien, quoi. Donc c'était plutôt la recherche par le fanzine. À l'époque, Internet c'était un peu des fanzines. Il y avait des fanzines un peu d'ordinateur au début, des fanzines de BD, des fanzines de science-fiction. Et donc on s'échangeait ça entre bouts de la France, quoi. C'est-à-dire que l'info, il nous fallait une semaine par courrier à l'avoir. Et dans les fanzines, il y avait plein d'adresses avec des trucs à commander, etc. La France découvre la technologie, les robots et l'univers japonais. Goldorak est diffusé pour la première fois à la télévision en 1978. La violence du manga, diffusée dans une émission pour la jeunesse, fait polémiquer. Au pays de Candy. Tandis que Candy, la jeune orpheline, fait pleurer dans les chaumières. L'année suivante, c'est la série Senkokai qui est diffusée. La déferlante japonaise ne fait que commencer. Les années 80 signent également l'arrivée de la micro-informatique dans les foyers. Commodore 64, Amstrad CPC, puis les frères ennemis Atari et Amiga, c'est la démocratisation de l'informatique. Et le jeu vidéo n'a jamais eu autant besoin du monde de l'imaginaire. C'est la rencontre de deux piliers de la culture geek. Un jour, un copain m'appelle, il y a des mecs là, ils me prennent comme boulot, il faut jouer aux jeux vidéo et parler des jeux vidéo. Et nous, on jouait tout le temps. On allait dans les salles d'arcade et tout, mais bon, on pensait même pas que des gens pouvaient être payés. Donc il m'a appelé, on y allait et on a commencé à travailler là-dedans. Et à l'époque, donc ça devait être fin des années 80, moi j'ai commencé en 86, 87. La moitié du magazine, c'était des codes à rentrer dans son ordinateur, c'était quand même une culture plutôt, oui, très informatique, quoi, même dans les journaux de jeux vidéo. Et nous, on est arrivés et nous, on a commencé à parler de musique, à parler de BD. Et on s'est rendu compte que tout ça pouvait aller ensemble, parce qu'au final, regarde aujourd'hui, Heavy Rain, c'est plus que du code, quoi. On sait très bien, on a des écrits de l'époque où que les informaticiens, les premiers informaticiens adoraient la science-fiction, adoraient l'imaginaire, lisaient déjà Tolkien, pratiquaient le jeu de rôle, et que ça a influencé l'informatique, et qu'en retour, l'informatique a influencé ces pratiques-là, où on va commencer à mettre de la statistique dans le jeu vidéo, la statistique dans le jeu de rôle, on va de plus en plus calculer la manière dont on joue. Donc voilà, tout ça est lié, on va créer des livres dont vous êtes le héros, où tout est lié sur justement des arborescences. Donc les deux côtés, les deux pôles de la culture geek, le côté informatique, le côté fictionnel, vont se réunir sur la question de comment simuler des mondes imaginaires. Donc simuler, c'est bien
par le calcul, par exemple, donc le calcul informatique, comme on simule avec les ordinateurs, la météo, etc. Et donc finalement c'est la victoire de cette génération-là, des années 60-70, dont les représentants les plus connus sont Bill Gates, Steve Jobs, des gens comme ça. Les envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. À l'aube du second millénaire, la Matrice invente ce qui lui manquait, un moyen de communication à l'échelle planétaire, Internet. Une Second Life pour l'univers geek qui désormais n'a plus de limites. Le fan du comics le plus confidentiel trouve écho sur la toile. Plus besoin de se rencontrer et la temporalité a disparu. Internet archive et se nourrit au fur et à mesure des contributions. C'est l'émergence de nouvelles pratiques comme le jeu en ligne massivement multijoueur. C'est également l'avènement des communautés sur les forums et réseaux sociaux jusque dans nos smartphones aujourd'hui. Camille, passionnée de mode, a découvert presque par hasard l'univers geek sur le site communautaire Entre Geeks. Je me considère maintenant comme une mini geekette, on va dire. Donc c'est effectivement, on m'a dit aussi de m'inscrire par rapport au cosplay. Parce que j'ai fait des études de mode et notamment dans le costume historique. Du coup, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, et je suis allée voir les cosplays qui ont été réalisés, comment ça a été réalisé, et par la suite à une convention, j'ai passé 4 jours cosplayés en différents personnages ou même en personnages que j'ai créés moi-même. Un site qui lui permet d'échanger, de se valoriser et de découvrir d'autres pans de l'univers geek. Internet est bien au cœur de la démocratisation de la culture geek. Une culture qui devient populaire à une époque où la culture populaire est elle-même dominante. Internet, c'est aussi l'émergence d'une génération qui maîtrise cet outil, qui emmagasine beaucoup plus de références culturelles, qui participe, transforme, remixe, détourne, comme une pâte à modeler les œuvres. Si l'on rajoute à cela la multiplication des écrans et des supports, on ne parle plus d'œuvres, mais d'univers. Pour les grands héros, pour les grands univers, pour les grandes franchises, on ne sait plus où est l'origine. Par exemple, la kryptonite ou le fait que Superman vole, c'est des éléments qui viennent de la série radio. Pas du tout du comics. Au début, dans les comics, il n'y avait pas de kryptonite et Superman, il volait pas, il sautait. Mais finalement, on ne sait plus d'où vient tel élément de Batman, tel élément de Superman, tel élément de Walking Dead. On sait qu'il y a un univers derrière et on aime se plonger dedans, quel que soit le support. Et donc ce côté, on oublie la matérialité du support quelque part pour aller uniquement vers l'univers, quel que soit son lieu. C'est quelque chose qui est très ancien et finalement, qui est assez ancien, mais qui est démocratisé vraiment aujourd'hui, qui prend de la place et qui fait qu'on n'arrive plus à saisir l'origine. Et quand on n'arrive plus à saisir, l'univers est beaucoup plus fort. Salle d'arcade, LAN party, convention, bar geek ou compétition d'e-sport, la culture geek prospère. Mais quand le grand public se revendique geek, c'est par la technologie, le smartphone, la Wii ou l'usage d'Internet. À tel point qu'on peut se demander aujourd'hui si le geek n'a pas perdu de son identité, si la culture geek n'a pas perdu ses geeks. Tout le monde utilise un téléphone, un smartphone, un ordinateur, une tablette. Donc oui, le monde a bien évolué à ce niveau-là. La notion de geek est en train de changer et je pense à titre personnel que dans une dizaine d'années, l'image qu'on peut avoir du geek aura réellement évolué. Dire que la personne qui envoie 300 SMS par jour, c'est une geek, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais dans ce cas, tout le monde est geek. À force, c'est vrai qu'on entend geek partout, on en fait un bien de consommation, on s'en sert dans les médias pour vendre des produits autres. C'est vrai que ça casse l'image de base de l'époque des geeks. Après, voilà, je veux dire, le terme geek a évolué, donc on est là aussi pour faire prendre conscience aux personnes qu'un geek, c'est pas non plus aujourd'hui, en tout cas, un aigri, je vais pas dire ça, parce que voilà, mais une personne un peu renfermée sur lui-même. Mais justement qu'on a des passions, qu'on fait plein de choses, qu'on partage des choses et qu'on sort et que ça reste une passion qu'on peut partager sans s'enfermer. Un geek ouvert et passionné, c'est le credo en 2013 de Choose Your Boss, un site d'emploi dédié aux geeks. En réalité, il s'agit plus d'un abus de langage ou d'un retour aux sources, celle du geek ingénieur informaticien. Il est vrai que la notion de geek peut sembler restrictive,
Maintenant, c'est vrai que les termes ont évolué avec la culture, surtout de l'Internet, hein, l'essor de l'Internet. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'informaticien, c'est connoté sur une informatique qui est un peu traditionnelle. Et en fait, on n'a pas trouvé de terme meilleur que geek. Pour nous, les geeks, ce sont des gens qui sont passionnés dans ce qu'ils font. Une passion qui rencontre un véritable succès auprès des employeurs. Choose Your Boss, un service bien marketé qui répond à un réel besoin. Aujourd'hui, clairement, sur les annonces, un candidat geek, c'est quelqu'un de passionné. Il ne va pas forcément être intéressé par une annonce qui dit « ingénieur informatique ». Ça ne va pas lui parler. Par contre, il a besoin de savoir qu'il va pouvoir postuler à une annonce dans une start-up qui développe sur des technologies Python, Ruby on Rails, qui sont des technos rares, qui viennent des États-Unis, qui sont encore peu présentes en France, dans une équipe de 10-15 personnes pour travailler sur un projet de jeu vidéo dans tel environnement. Ça va lui parler. Et aujourd'hui, l'interface de Choose Your Boss, elle permet justement une entrée par les technos de manière très précise. Donc elle permet vraiment au candidat d'avoir une valeur ajoutée et de voir tout de suite. En tout cas, l'annonce va lui parler. Il va être intéressé ou pas, mais l'annonce va lui parler. Si le geek informaticien s'y retrouve ici, tout ce qui est geek ne se vend pas. Le Geeks Festival a dû annuler sa première édition faute de succès. Mélangeant LAN party, musique électronique et technologie, la sauce geek n'a pas pris. Est-ce que vous vous sentez un petit peu geek? Non. Je suis propre. Ah non, pas du tout. Non, quand même pas. Pourquoi quand même pas? C'est une insulte un peu? Dans le sens général, je suis plutôt un nerd. Mais ouais, geek. Et fier de l'être. Non, c'est pas une insulte, mais en gros, t'as pas de vie sociale si tu restes tout le temps sur l'ordinateur. Malgré la prépondérance de la culture geek, malgré la mode geek de ces dernières années, malgré les success stories des Steve Jobs, Bill Gates, Kim Dotcom ou encore Mark Zuckerberg, malgré l'image fantasmée du geek ou du hacker maître du monde à travers les films hollywoodiens, le terme geek reste, aux yeux d'un large public, soit une insulte, soit le cliché du joueur autiste, du technophile ou de l'ingénieur informaticien. Une sorte de retour aux sources. Sunshine.